Parfait, let's go, let's go, let's go. Bonjour à tous, bienvenue sur Partnerships, heu, 0 to One. Donc, pour rappel, je m'appelle Hippolyte, je suis cofondateur de Partnershift. Je suis ravi donc de vous accueillir sur ce nouvel épisode. Donc Partnershift, c'est la communauté des experts et expertes en partenariat, ainsi que le média dédié, au partenariat. Donc cofondé avec, Alexandre Leboeuf et Martin Catino. On permet à plus de 1300 leaders et leaders en partenariat d'échanger dans Slack, d'être à jour sur les meilleures stratégies du métier, heu et aussi de pouvoir suivre, ces meilleures stratégies, méthodologies, et news dans notre newsletter mensuelle, notre podcast et évidemment dans les webinars. Pour rappel aussi, donc Partnership Zero to One, c'est le webinar, bimensuel qui réunit les membres de la communauté Partnership. Donc 2 jeudis par mois, on reçoit les meilleurs experts pour décortiquer le métier, partager les meilleures success stories, analyser les écosystèmes, et puis se focus sur les meilleures stratégies, méthodologies pour comprendre, voilà, pour comprendre, améliorer, enfin s'améliorer du coup sur le métier. Et aujourd'hui, on a la chance de recevoir Mathieu de Defacto pour un épisode où on se penchera sur comment ils ont lancé, comment tu as lancé d'ailleurs votre stratégie go-to-market 100% partenariat à Day One. Et on verra ensemble donc pourquoi vous avez fait ça, pourquoi vous avez fait ce choix, comment est-ce que vous y êtes pris pour le faire, ce que vous avez appris, quels sont, tu vois, quel était le marché, ce genre de choses. Et donc pour ça, donc, salut Mathieu. Merci d'avoir accepté de nous rejoindre aujourd'hui. Salut Pauline, merci pour l'invitation. C'est un plaisir du coup de t'avoir. Bel épisode qu'on a préparé pendant plusieurs sessions et en vrai, je suis trop content qu'aujourd'hui on puisse enfin euh, bah, d'être enfin live et pour enfin en parler. Peut-être pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en 2 minutes sur un focus partenariat et nous présenter ton parcours, de facto. Voilà, ce sera bien pour mettre un peu de contexte. Ouais, bien sûr. Salut, bonjour à tous. Donc moi je m'appelle Mathieu, j'ai rejoint Defacto en janvier 2022 au moment du lancement du produit sur le marché. Et donc du coup avec un focus de ce go-to-market qui était vraiment axé sur le partage. J'avais découvert la fintech en milieu d'année 2018 chez Spendesk, donc une plateforme de gestion des dépenses B2B. Pour laquelle j'ai eu plusieurs casquettes. Au début, en 2010, plutôt dans la partie commerciale, BizDev, account exécutive, lors de la structuration de l'équipe commerciale. Et puis à partir de 2020, le lancement du programme partenaire, déjà avec Morgane, actrice de Defacto. Voilà, donc super expérience d'ailleurs pour la petite histoire chez Spendesk. Mon entretien d'embauche avait été sur le poste qui s'appelait à l'époque New Market Developer, qui était en gros les prémices du programme partenaire, qui a finalement été dont le lancement a été décalé de quelques années, du coup, au moment où j'ai pris le poste en 2020. Mais voilà, en tout cas déjà dans l'ADN, partenariat à fond depuis maintenant quelques années. Donc ça c'est pour moi. Et sur Defacto, donc Defacto c'est une infrastructure de financement pour les PME. En gros, l'idée, elle est hyper simple, c'est qu'aujourd'hui, pour vous donner une idée, le financement de BFR en France, ça représente 700 milliards d'euros d'encours. Donc des factures de fournisseurs qui sont en attente de paiement ou des factures clients qui sont en attente d'encaissement. Donc 700 milliards d'euros d'encours en France et 3,2 trillions en Europe. Donc c'est un marché énorme qui est grosso modo aujourd'hui traité à 40 voire 50% par les financeurs traditionnels pour des raisons de structuration des équipes, de coûts de service et d'analyse de risque, grosso modo. Mais donc du coup, c'est vraiment cet axe-là sur lequel Defacto se concentre, ce financement de BFR, financement court terme pour les PME, qu'on vient rendre soit accessible en direct via notre site, soit on y reviendra via notre API pour nos partenaires technologiques, pour qu'ils intègrent une solution de financement complètement en marque grise, complètement intégrée à leur UX. Voilà, rapidement Defacto ce qu'on fait. Ok, super clair. Merci pour cette présentation. Euh, pour revenir si je vois une question comme ça, mais peut-être pour revenir, c'est quoi la stratégie, ce que vous avez fait déjà, peut-être pour comprendre chez Spendesk, Ouais. un peu l'historique avant de creuser sur chez Defacto, Ouais. sachant que effectivement tu travaillais déjà avec Morgan à l'époque, donc pour comprendre un peu la genèse de tout ça, le contexte que vous avez appris. Ouais. Du coup, quand on s'est lancé en 2020 chez Spendesk sur le parti partenaire, c'était un petit peu un, un pari
qu'on faisait. Spendesk, c'était une super école et j'allais dire une super méthodologie de sales outbound. C'était vraiment l'ADN de l'entreprise et ce qui fait sa force. Euh, et donc du coup, quand on a proposé et évoqué le lancement de ce programme partenaire, on avait vraiment cette vision de partenariat technologique comme étant la vision moyen terme, mais on avait besoin de faire nos preuves au début, ce qui fait complètement sens. Mais voilà, tester qu'il y avait déjà de l'attraction, il y avait déjà des prémices de programmes partenaires qu'il était possible de déployer à moindre coût technologique, parce que finalement les bandes passantes tech, c'est toujours ce qui est un peu le juge de paix dans les programmes partenaires. Et donc, dans ce cadre-là, on a commencé par lancer un programme partenaire qui était 100% axé sur la prescription. Donc, des directeurs financiers externalisés, des cabinets de conseil, des experts comptables qui avaient dans le cadre de leur mission, les optimisations process de leurs clients. Et donc, Spendesk était un de ces moyens de répondre à cette optimisation sur la partie achat. C'était vraiment ça la genèse du programme partenaire. Ok, très clair. Et ça, du coup, c'était la stratégie du coup d'affiliation avec ces CFO, c'était CFO Connect, c'est ça? C'était la Alors, communauté? ouais, qui était encore un autre sujet, cette partie communauté qui était menée depuis très longtemps par Faustine et qui ça était effectivement un axe de prise de contact avec des partenaires prescripteurs potentiels, mais c'était vraiment le cœur de CFO Connect, c'était vraiment plutôt le partage de best practices entre DAF, part-time ou non. Donc voilà, c'était un des écosystèmes dans lequel on allait puiser nos partenaires. C'était pas un bras armé ou un cheval de Troie du programme. Ok, très clair. Et au final, c'était quoi un peu les résultats? Vous avez, enfin, résultats sur votre département partenariat. À la fin, quand t'es parti, vous avez combien de partenaires? Vous génériez combien en termes de pourcentage de chiffre d'affaires chez Spendesk? Quels étaient un peu les key achievements que vous avez eus? Donc sur ce programme-là, quand je suis parti, on était 5 personnes dans l'équipe, une personne au UK, donc dans les géographies cœur de Spendesk. Et en gros, ce qui était assez intéressant de voir, c'est que sur la partie France, on représentait 10% des nouveaux deals qui étaient impactés par un partenaire d'une manière ou d'une autre. Étant donné le modèle de Spendesk, on avait des partenaires qui étaient soit vraiment pur rapport de lead, soit vraiment qui venaient au courant du sales cycle comme au cycle de vente pour venir finaliser, entre guillemets, de convaincre les prospects. Et donc, en gros, 10% des nouveaux deals étaient touchés de près ou de loin par un. Ok, très clair. Donc tout ça après, donc t'es passé du côté de facto. Comment ça s'est passé? C'est Morgane qui est parti monter la boîte, qui t'a proposé de rejoindre directement l'équipe et de dire bon bah let's go, on travaille ensemble main dans la main pour pouvoir lancer la stratégie go-to-market, c'est ça? Alors, ouais, effectivement, on avait la chance d'aller chez Spendesk, dont plusieurs que j'ai retrouvés chez Defacto, mais dont deux qui sont des cofondateurs, Jordan Gioli et Morgan Oana, qui ont du coup effectivement fondé Defacto. Et en gros, l'idée, c'est que pendant les premiers mois du lancement, on discutait régulièrement avec Morgan parce qu'on s'entendait bien, parce que c'était toujours intéressant de moi lui parler de où on en était avec Spendesk et inversement pour un petit peu se challenger, etc. Et moi, je restais chez Spendesk et puis jusque-là, il y avait pas de raison que ça change. Puis petit à petit, jusqu'au début de l'année 2022, la toute fin d'année 2021, on restait en contact et puis l'opportunité avec le lancement du produit est arrivée de rejoindre Defacto. Une nouvelle structure, un nouveau produit, un nouveau secteur d'activité, toujours dans la fintech, mais quand même relativement différent, le financement, une super équipe, et puis un go-to-market qui était voué à être 100% via les partenaires. Mécaniquement, ça a fait tilt. Bah écoute, c'est bien, du coup, je fais directement le lien vers ma prochaine question qui est, donc, qu'est-ce qui vous a convaincu d'adopter une stratégie 100% partenariat dès le lancement plutôt qu'une approche mixte ou plus traditionnelle ou enfin, tu vois, sales lead grosse? Ouais, bien sûr. Alors, déjà, je pense qu'il y avait un élément un petit peu clé qui était que c'était ce qu'on avait fait. On y croyait énormément parce qu'on avait vu les résultats chez Spendesk. C'était quelque chose qu'on avait ancré au fond de moi, évidemment, mais même de Morgan qui avait aligné Jordan et Marco, les autres cofondateurs dessus. Donc, c'était vraiment, je pense, déjà un fit en termes de quelle typologie j'allais dire, de commercialisation on veut avoir de manière pure, intuitive. Ça, c'est vraiment le premier point. Et puis après, il y avait la partie pragmatique, hein. Et cette partie pragmatique, elle avait deux pans. La première, c'est que la vision de Defacto, ça a toujours été une infrastructure de crédit qui vient proposer de l'embedded lending. Donc, qui dit financement embarqué, dit des partenaires tech pour l'embarquer. Mécaniquement, ça nous amenait tout droit à faire du partenariat et à avoir le partenariat comme base de notre distribution. Et puis le deuxième, c'est que le financement, c'est vraiment un business de volume. Et
dire, pas chez Defacto, mais chez tous les acteurs du financement, c'est des faibles marges, mais sur des volumes qui doivent nécessairement être très importants. Et donc, tu as une nécessité d'efficience dans ta commercialisation, dans tes opérations, bah, du coup, qui aussi plaidait pour un go-to-market partenariat. C'était vraiment ces deux éléments-là qui nous ont fini de nous convaincre à se dire, ok, bah, c'est la bonne. Ok, très clair. Et donc vous avez testé, enfin, comment dire, vous testez du coup d'autres canaux au tout début, même à petite échelle, ou avez-vous toujours mis 100% de vos efforts sur le partenariat? Et je vois qu'il y a une question aussi de Flore, du coup, je pense que du coup c'est assez lié. Bon, normalement, je réponds les questions donc qui sont à la fin. Là, je vois que du coup que Flore, tu me dis donc, pourquoi d'emblée exclure du coup les autres leviers que le partenariat. Donc comme ça fait un mix un peu des. Il y avait plusieurs éléments. On a commencé vraiment au début à vouloir vraiment se focaliser sur les partenariats parce que j'allais dire la thèse au début, c'était qu'on était une API et qu'on devait uniquement distribuer par des partenariats tech. C'était vraiment un élément qui sous-tendait la vision de facto tellement fortement que c'était vraiment pour nous un no-brainer de le faire de cette manière-là. Ensuite, évidemment, l'idée c'est de pouvoir se challenger, se remettre en question et envisager d'autres choses. Donc, on a eu d'autres éléments de test hein, avec toujours cette vision de partenariat tech comme base du go-to-market, mais on a lancé des schémas de redirection. On pourra y revenir, mais toute une partie donc d'affiliation slash prescription. Euh, on a eu j'allais dire, de plus en plus de bruit sur la marque, du bouche à oreille, qui nous ont aussi amené à avoir un canal inbound développé et qu'on a continué à pousser avec Stéphanie Bauker qui s'occupait du marketing pour nous. Donc vraiment ce canal inbound qui a décollé et qui décolle depuis. Et puis on a fait quelques tests sur de l'ADS plutôt. Et voilà, qu'on a testé, qu'on utilise toujours un petit peu, mais qu'on a décidé de ne pas utiliser comme un levier cœur à notre stratégie d'acquisition. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte qu'en fait, à partir du moment où on va vraiment très fortement chercher un emprunteur qui a soit pas nécessairement besoin d'un financement, et donc dans ce cas-là, on le met dans une situation dans laquelle il n'y a pas besoin d'être avec des niveaux d'emprunt, d'intérêt business à très court terme à avoir, ou alors on vient se positionner sur des gens qui sont vraiment en dernier recours et qui sont dans une recherche de prêt de survie et qui n'est pas le positionnement qu'on veut avoir. Donc voilà, l'idée c'est de vraiment rester sur ces leviers de partenariat prescripteur ou de partenariat technologique, PDP, FinTech, qui sont vraiment les deux cœurs de notre go. Ok, très clair. Donc en fait, vous êtes API first, vous êtes plus du coup côté partenariat et c'est plus par opportunité que vous orientez sur d'autres canaux, à savoir l'image de marque qui vous permet d'avoir l'inbound et donc vous allez pouvoir commencer un peu à investir dedans. Mais finalement, vous restez très cœur partenariat et après c'est les autres canaux sont des éléments en plus qui viennent un peu s'ouvrir par eux-mêmes quoi. Ouais, complètement. Et puis je pense que ça reflète pas mal un peu la nécessité d'un go-to-market qui doit évoluer avec finalement la situation réelle et puis les évolutions aussi macroéconomiques de l'écosystème dans lequel on vit. Donc mécaniquement, on restait ouvert à tout ça. Et puis aussi à nos personnalités. Je pense qu'on était un petit peu tous impatients et le partenariat, c'est quelque chose de temps long, donc on cherche toujours aussi des moyens d'itérer. Je Ok, sais pas trop si cool. Flore, ça répondait à ta question. Alors n'hésite pas à nous dire directement par message si ça répond à ta question. Tout à fait, merci. Bah, écoute, ça fait plaisir. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas. Et je te propose peut-être qu'on plonge un peu plus deep dive sur la mise en place. Concrètement, quelles ont été les premières étapes pour mettre en place cette stratégie et prioriser du coup. Donc, en termes d'étapes, on a eu trois grands moments sur les trois grands axes de notre go-to-market. Donc, je l'évoquais à l'instant pour répondre à Flore, mais vraiment la genèse, c'était le financement embarqué, l'embedded lending, et donc là, c'était des logiques sur la base de notre API, on construit une intégration native dans un PDP, dans une fintech, dans un outil de gestion, dans un outil de pré-compta, de gestion de trésor, bref, ce que tu veux, dans lequel un dirigeant vient faire Je me son. permets, Ouais. PDP, du coup, tu Oui, peux me donner une pardon. définition? Oui, tu as raison. Plateforme de dématérialisation. Donc, c'est toutes les plateformes qui sont liées à la réforme de la facture électronique qui devrait arriver en 2026. On ne sait Dans pas trop, on 2026, sait ouais. pas quand. Mais voilà, donc c'est toutes ces structures-là qui vont être en capacité de récupérer au bon format nécessaire à la réglementation toutes ces informations de facture entrante et de facture. Ok, très clair. Donc, notre premier focus, ça a été vraiment ces acteurs-là. Pourquoi? Parce que, un, ils
sont assis sur de la donnée financière qui nous permet de faire de l'analyse de solvabilité. Deux, ils ont des logiques dans lesquelles le dirigeant, la dirigeante, le DAF ou la DAF vient réaliser des actions financières de facturation, de gestion de trésor, de suivi des mouvements, de suivi des financements, bref, ce qu'on veut, et donc du coup dans lesquels des besoins de financement peuvent apparaître. Donc ça, c'était vraiment la toute première étape, mais qui est évidemment un process long de mise en place, comme beaucoup de partenariats, mais particulièrement les partenariats techniques, parce qu'ils nécessitent du temps technologique de la part du partenaire et donc prioriser, déjà être convaincu, prioriser, mobiliser des équipes, développer, prévoir le déploiement, etc., etc. Donc c'est un temps long, mais ça a vraiment été la première étape sur laquelle on a mis le focus avec des partenaires comme Pennylane, comme Libéo, comme Axonote, etc., etc., qui nous ont Et ça, permis ça a mis d'avoir. combien de temps? Pardon, du coup, ça a mis combien de temps cette première étape déjà? Parce que quand tu pars de zéro, j'imagine que tu n'avais pas grand-chose, t'avais pas beaucoup d'outils. Peut-être en très bref, enfin, combien de temps ça a duré? Comment, du coup, comment t'as construit ton offre, enfin, ta partner value proposition et comment tu as réussi à la vendre et qui était un peu ces premiers, tu disais Pennylane, Axonote, etc. Qui était le premier partenaire qui t'a dit, OK, let's go, je crois en vous. Alors, le tout premier, ça a été Malte, la marketplace de mise en relation de freelance qui avait un enjeu. Donc ça a été le tout premier, je pense que c'était toute fin 2021 ou 2022. Et le premier partenaire FinTech, cœur Embedded Lending, ça a été Pennylane. Bon, avant que je rejoigne, je me souviens, c'était en mi-décembre 2021, j'étais dans le train, pas encore sous contrat chez Defacto, on discutait avec eux et on avait une sorte d'alignement de principe sur le fait que cette fonctionnalité, elle avait de la valeur pour leurs clients et qu'il fallait mettre en place un processus d'intégration à venir. En termes de temps, pour répondre à ta question, bah, c'est un petit peu l'inconnu, hein, c'est très dépendant de la priorisation, de la bande passante disponible chez notre partenaire, et puis j'allais dire, de l'effort qui est mis dans l'implémentation de la feature. Nous, ce qu'on voit en règle générale chez donc ces fintech slash PDP, c'est des projets qui vont prendre entre 2 et 3 mois en règle générale en termes de scoping et d'implémentation. OK, très clair. Donc voilà, donc ça c'était vraiment le premier élément sur lequel on s'est dit ça va être long, il faut qu'on y aille tout de suite, c'est le cœur de la vision, allons-y, janvier 2022, lançons ça. Et puis, on est d'éternels impatients, je pense, comme beaucoup de gens qui nous écoutent. Et donc, du coup, on s'est dit, OK, en parallèle, essayons de trouver d'autres leviers, essayons de voir si on a d'autres moyens de faire du business. Et puis, moi, de manière très, j'allais dire, égoïste ou pratico-pratique, je me suis dit, j'ai la chance de connaître des devs part-time de par Spendesk. Je vais tenter de pitcher de facto. Et puis, comme ça, ce sera les premiers gens à qui j'entraîne mon pitch, je me fais challenger, ils me remontent des objections sur lesquelles, voilà, ça va nous faire évoluer, etc. Et puis, en fait, ces premiers éléments-là, on sent de l'attraction chez ces personas-là comme étant, ok, bah, genre, le pitch est très cool, améliore ci, améliore ça, voilà mes questions auxquelles j'avais pas pensé, donc hyper intéressant. Mais en parallèle, j'ai aussi des clients et ça pourrait les intéresser. Et donc c'est comme ça qu'on a construit ce premier modèle de prescription sur la base donc de ces directeurs financiers externalisés dans un premier temps, puis cabinet de conseil, cabinet de courtier, cabinet d'expertise comptable, etc. Et donc ça, c'était la deuxième j'allais dire, étage de la fusée sur lequel on a construit. Et puis le troisième étage, ça a été depuis 2023-2024, toute la partie avec les financeurs institutionnels. Deuxième branche de notre go-to-market aujourd'hui, c'est ce qu'on appelait de facto core, qui est le partenariat qu'on fait avec les affactureurs, banques de détail, assureurs, etc., sur lequel là, la logique, elle n'est pas d'être de facto en tant que financeur, mais de facto en tant que fournisseur technologique, et donc sur lequel, en fait, on vient là mettre des projets qui sont beaucoup plus longs et beaucoup plus custom, mais sur l'utilisation de notre infrastructure de financement pour permettre à ces acteurs-là de distribuer du financement, distribuer du crédit de manière beaucoup plus automatisée et beaucoup plus simple sur des fourchettes ou des niches de marché qu'ils n'adressent pas aujourd'hui. Je reviens sur un truc que tu as dit et que je trouve qui est crucial. C'est ce que au départ tu allais voir. Donc tu avais ton réseau de DAF part-time et tu allais tester ton offre. Ça, je pense que pour les personnes du coup qui nous écoutent, enfin ou qui nous regardent surtout, euh, euh, c'est ultra important, je pense, d'aller tester du coup son offre auprès de personnes du coup, enfin auprès de partenaires potentiels qui ont la bonne ICP, enfin, avec qui vous partagez du coup la bonne ICP, à qui vous voulez délivrer du coup votre solution et avec qui vous avez une bonne relation pour pouvoir tester votre offre.
et finalement, ça te permettra de pouvoir signer, je sais pas, 10, 15, 20, 30% en fait de ces personnes et d'avoir des premiers noms logos, des premiers testimonials, des premiers tests avec des clients. Et après, effectivement, donc, j'ai trouvé ça assez cool que tu parles d'étages de fusée parce que finalement, ça te permet de pouvoir après baser là-dessus, c'était ton premier étage, pour passer après au deuxième, pour avoir quelque chose d'un peu plus conséquent, important, etc., pour après passer au troisième qui est le corps et d'avoir, c'est ce que je disais, donc les financeurs publics, etc. Et je trouve ça génial. Et peut-être du coup comme question, partenaire programme vous avez mis en place donc avec ces différents partenaires et comment est-ce qu'il a évolué? Alors, c'est une question qui est toujours en permanente réflexion et qui, en tout cas chez Defacto, se décompose en deux grandes typologies. On a ce qu'on appelle nos partenaires prescripteurs et puis nos partenaires tech qui ont chacun un programme un petit peu spécifique ou en tout cas un petit peu différencié parce que les impacts, les équipes impliquées sont un petit peu différentes. Donc on a un petit peu ces deux chemins-là. Euh, et ensuite, le programme partenaire, pour l'instant, on a voulu quelque chose d'hyper simple. Donc l'idée, c'était vraiment de pré-mâcher un maximum le travail du partenaire. Donc, ce qu'on a fait, c'est que évidemment, tout commence par prendre contact, la disco, comprendre pourquoi est-ce que ça pourrait être un bon partenaire, pourquoi est-ce que, à l'inverse, notre produit ne fit pas avec ses attentes, ses clients, ses besoins. Donc ça, c'est vraiment le premier élément qui est hyper important. Je pense que ce qu'on oublie parfois, ou ce qu'on a tendance à pas prendre assez en compte dans un programme partenaire, c'est que c'est hyper important de savoir quelle est la cible de clients commune qu'on a, mais je trouve que ce qui est encore plus important, c'est d'avoir en fait l'effet plutôt inverse du repoussoir. Quels sont les clients ou les typologies de secteurs ou les typologies de choses qu'on ne peut pas servir et sur lesquelles on ne lui apporte pas de valeur? Parce qu'en fait, closer un deal avec un client, avec un partenaire, pardon, c'est bien, ça apporte de l'eau au moulin, c'est intéressant, mais à l'inverse, avoir une expérience négative, déceptive, eh ben ça va beaucoup plus impacter la relation partenariale. Donc, je trouve que c'est hyper important de savoir le plus rapidement possible et de rendre très clair est-ce que ça va fitter de manière générale, oui ou non, et dans les cas particuliers, qu'est-ce qu'on ne veut pas traiter parce qu'on n'est pas sûr que l'expérience soit optimale pour le client final. Donc ça, c'est vraiment le premier élément qu'on vient ensemble tracer pour avoir cette partie-là. Avec nos partenaires prescripteurs, une fois qu'on a fait cette étape-là, on a souvent pour un champion, c'est un petit peu fort, mais une sorte de porte-parole au sein du partenaire prescripteur qui va être la première personne avec qui on va avoir des premiers tests de mise en relation et de prescription sur lequel on va tester l'attraction de ses clients, les retours de ses clients, la satisfaction, etc., etc. On va ensuite leur ouvrir toute la partie dashboard de suivi pour leur permettre d'avoir une visibilité sur les performances des mises en relation. Et puis une fois qu'on a ceux ou ces deux, trois premiers clients qui tournent avec une première personne dans le cabinet, on va aller déployer en interne. Donc la formation des équipes, la transmission de documents, des présentations, des decks, ce qu'on appelle des one-pagers hein, sur lesquels ils ont toutes les infos au même endroit. Bref, encore une fois, pré-mâcher un maximum de travail. Et puis ensuite, on va rythmer avec des points au semestre, au trimestre, à l'année, tout dépendant un petit peu de la performance du partenaire pour avoir des feedbacks sur la relation, des feedbacks sur l'usage, sur les performances et grandir comme ça. Sur la partie tech, c'est relativement similaire, sauf qu'en fait, on va avoir des points qui sont beaucoup plus réguliers, qui sont hebdomadaires pendant tout le processus d'intégration et de testing, qui vont nous permettre toutes les semaines d'avancer avec les équipes tech, les nôtres et les leurs, sur la mise en place de l'API et les différentes étapes de testing avant la mise en production. Et puis ensuite, on va s'aligner tous ensemble sur un déploiement progressif auprès de la base. Encore une fois, l'idée, c'est plutôt que ouvrir à 10 000 personnes potentielles sur lesquelles on va avoir 50% de déchets pour eux et pour nous. L'idée, c'est qu'on veut vraiment se dire, OK, les 10 premiers, on veut que ce soit extraordinaire. Et ça, c'est hyper important dans la relation partenariat. Je pense que c'est beaucoup plus pertinent d'avoir petit à petit cette montée en cadence, mais qui va construire de la confiance, qui va construire de la satisfaction et donc des velléités d'investir dans le partenariat, plutôt que se dire, OK, c'est bon, on a fini d'onboarder, le travail est fini, ouvrez la feature et on va tabasser dans une bonne base client. Donc, on vient construire ce déploiement progressif. On continue à avoir ces rendez-vous hebdo, bi-hebdo, mensuels, selon encore une fois les besoins et la bande passante du partenaire. Et puis, une fois qu'on a cette partie-là, on vient former toutes les équipes commerciales, les équipes de key account, les équipes de support, pour chacun leur apporter le dashboard dont ils ont besoin, les
articles de Help Center dont ils ont besoin, les process de remontée de bugs, tout ça, leur donner. Et puis ensuite, on va avoir des rendez-vous qui vont de l'hebdomadaire au trimestriel, qui va vraiment, une fois que le partenariat tourne, nous permettre de faire le suivi des performances, le suivi des nouveaux projets, est-ce qu'on lance un nouveau produit ensemble, etc., qui vont nous permettre de cadencer le partenariat. Et Pas puis en très clair. parallèle, on a une base de co-marketing qui nous permet de construire des articles, des webinars communs, faire un petit peu briller et rendre un peu l'appareil à nos. Ouais, c'est clair. Tu dis une bonne chose, faut savoir du coup, arriver à scorer déjà ses bons partenaires du coup avant de se lancer, parce que c'est important avec cette règle très connue du coup dans la tech, hein, le 80-20. Quand tu prends en fait cette règle, tu te rends compte que ça sert à rien de balancer les cannes à pêche du coup partout, parce que tu vas y perdre. Déjà, en plus déjà, on n'est pas des teams sales à proprement parler. Il n'y a pas 50 personnes au partenariat. Généralement, t'es assez limité en termes de nombre de personnes, d'énergie, de temps. Donc il faut arriver à se focaliser sur les bons partenaires qui vont t'amener du revenu, qui vont remplir du coup tes objectifs de revenus clients, améliorer ton produit, etc. Et pour ça, il faut arriver à se focaliser sur faire un bon scoring, puis après deux, effectivement, bien onboarder avec le bon kit de démarrage, les bonnes informations, parce que créer du coup un contact humain, trouver comme tu l'as dit, un bon champion avec qui échanger pour pouvoir se diffuser du coup dans l'entreprise. Et derrière, effectivement, mettre des points d'étape pour vérifier est-ce que le partenaire est motivé, est-ce qu'il atteint du coup ses objectifs, est-ce qu'on arrive à décrocher les quick wins pour arriver à assez rapidement élaguer et se focus réellement sur le top 10 comme tu l'as dit. Exactement. Ce qui est important, c'est que ça va dans les deux sens, pour nous, mais aussi pour eux, hein. L'idée, c'est que ça fasse sens pour eux. C'est clair. Et peut-être du coup en rapide, vous avez quoi comme stack d'outils du coup pour gérer du coup tous vos partenaires? Alors, on a Metabase, qui est notre source de données sur la partie data, et sur lequel on construit les dashboards de suivi. Et ensuite, classique, HubSpot en CRM, Notion en base de connaissances internes, Slack et mail pour la partie communication. Ok, ok, très clair. Ouais, du coup, pour une bonne partie, c'est la stack de base d'un partnership manager. Si on creuse un peu les défis et apprentissages, quels ont été les principaux obstacles que vous avez rencontrés et puis peut-être du coup ton plus gros fail sur ce go-to-market 100% partenariat à Day One? Les gros obstacles, je pense que c'est sur une notion de partenariat technologique, le plus gros obstacle et le truc le plus dur, c'est vraiment de faire de la place sur une roadmap produit. Parce que c'est vrai, pour l'instant, en tout cas, toutes les boîtes que j'ai croisées dans mon expérience, le temps ingé, la capacité de prioriser une intégration technique, c'est quelque chose qui est très compliqué, très long, et c'est normal, c'est une ressource hyper rare, et c'est le fuel de l'entreprise qui a plein de projets en parallèle de ses partenaires. Donc ça, c'est vraiment le truc le plus dur dans une logique de partenariat technologique. Donc ça, c'est vraiment le plus gros obstacle. Et le deuxième, je dirais, je sais pas si c'est un obstacle, mais le truc qui est le plus contre-intuitif, c'est réussir à ne pas onboarder tous les partenaires quand c'est pas le bon moment pour eux ou pour vous, ou que c'est pas le bon profil de client final. Et de se dire qu'en fait, c'est OK de pas avoir 1000 partenaires si en fait le produit fait pas sens pour lui et ne fait pas sens pour ses clients. En fait, c'est compréhensible de lui dire non et de lui dire que ça ne fonctionnera pas. Et ça, je pense que c'est les deux trucs qui sont les plus importants à avoir en tête au moment où on se lance. Et le plus gros fail, il y en a plein, hein, mais je pense j'ai deux, deux exemples de partenaires que je ne citerai pas, mais un technique, outil fintech dans le global pré-comptage, outil de gestion de trésor sur lequel on avait lancé un programme d'intégration qui a été coupé en plein milieu pour des logiques de changement de direction en interne. Donc ça, tu te dis toujours, 50% de toi te dit, il y a des impondérables, c'est pas de ta faute, etc. Et 50% te dit que si tu avais été plus ancré, si tu avais trouvé des moyens d'aller plus rapidement, de rendre j'allais dire la marche moins haute, ben ça serait aller au bout. Et l'autre, un petit peu de la même façon, avec cette fois-ci un groupe bancaire, pareil, où ça prend trop de temps et donc du coup tu perds petit à petit, j'allais dire la priorisation en interne et puis petit à petit enfin, la bonne nouvelle c'est que ces deux acteurs-là, grosso modo 12 à 18 mois plus tard, ils reviennent et on a rediscuté, slash on rediscute avec eux. Donc voilà, la roue tourne et ça revient quand on sait attendre et qu'on sait rester top of mind. Mais en tout cas, ça fait toujours mal le moment.
où ça arrive. Généralement, c'est comme ça aussi qu'on apprend. En fait, ça permis d'avoir deux choses. Un, de te rendre compte de ça, de prendre du recul, de dire, ah, j'aurais dû faire ça, ça, ça de manière différente. C'est de l'apprentissage que tu gardes un peu dans ton playbook en disant, bon, maintenant, on va se restructurer pour mieux gérer les partenaires, pour être beaucoup plus collé avec eux, pour mieux comprendre leurs besoins, etc. Voilà. Et en même temps, tu te rends compte que quelques mois plus tard, que tu avais finalement une bonne partie du travail et que, bon, bah, ils sont revenus vers toi. Donc, c'est quand même je trouve, deux gros succès que tu as eu. Et, Ouais, bah, je pense que ta question c'était du coup qu'est-ce que j'aurais dû changer, non? Alors, je pense ouais, que c'est un peu le truc classique. ce que tu aurais fait différemment, tu vois, Ouais. avec du recul. Tant que c'est Parce la même que question. ouais, non mais bah, c'est un petit peu le follow-up un petit peu classique et tu l'as dit dans ta réponse. C'est le plus important, c'est d'apprendre et se dire ok bon bah en fait si ça devait arriver, si la personne revenait, qu'est-ce que je devrais faire différemment? Et la première chose et d'ailleurs c'est ce qu'on a fait, c'est qu'on devait construire un processus plus simple pour cadencer les partenariats avec nos partenaires tech. En gros, bon, ben, c'est pas de la magie noire, hein, ça semble logique, mais effectivement, vendre un projet technologique qui va durer 3, 4, 5 mois, parfois 6 semaines avec des partenaires qui sont hyper véloces, mais grosso modo plusieurs mois, bah, c'est plus compliqué que vendre un projet qui va durer une demi-journée ingé et qu'on peut tester sur, j'allais dire. Et donc du coup, on a construit tout un processus de cadencement de nos intégrations technologiques suite à ça, qui a été d'abord, j'allais dire, notre programme de redirection. Donc, on a commencé pour un de nos partenaires néobanques construire un programme de self-serve en toute fin d'année 2022, déployé en janvier 2023. Donc en fait, on s'est dit, ok, ben en fait, ce qu'on construit pour ce partenaire-là, on peut l'utiliser pour d'autres partenaires, et donc on va utiliser ce programme de redirection comme une première étape à une logique d'intégration native complète, avec cette première étape de pure redirection sur l'interface de facto, mais qui nous permet d'avoir une validation d'attraction, une validation des retours d'expérience des clients, etc., etc. Et qu'on est venu agrémenter il y a à peu près 8 mois avec une étape intermédiaire qui nous permet maintenant d'avoir une intégration hybride, donc passer de la redirection complète à une interface de facto. La troisième étape, l'intégration native où tout se fait chez notre partenaire et d'avoir quelque chose d'hybride entre les deux qui nous permet d'utiliser les connecteurs, toute la partie infrastructure de scoring de facto sur notre propre marque et de garder le wow effect de la demande de prêt en temps réel dans l'UX de notre partenaire. Voilà, c'est un peu comme ça qu'on a rebondi sur ces échecs. Ok, très clair. Et peut-être, je m'arrête juste deux secondes. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Parce que là, moi, j'ai encore plein de questions. J'ai encore plein de questions du coup à te poser, Mathieu. Mais n'hésitez pas à vous poser vos propres questions. Et là, d'ici une dizaine de minutes, on pourra les aborder. Voilà. Euh, pour reprendre en termes de résultats, aujourd'hui, là, du coup, ça fait quand même, enfin, voilà, t'as bien lancé du coup la stratégie de partenariat. Ça fait quoi? Ça fait 3 ans qu'elle a été 3 ans et lancée. demi, ouais, bientôt 3 ans Ouais, et demi. Ouais. 3 ans et demi. Donc, c'est quoi aujourd'hui, du coup, en termes de résultats, où est-ce qu'on est de facto, peut-être parler peut-être des premiers indicateurs de succès, et l'évolution jusqu'à aujourd'hui, et quels sont un peu, comment vous mesurez cette performance? Désolé, ça fait trois questions en une. Alors, quand on commence avec les partenariats, il y a toujours un petit peu de latence dans les premiers résultats. Le temps que, encore une fois, les intégrations natives arrivent, le temps que les partenaires soient déployés, soient actifs, etc., etc. Donc, il y a toujours un petit peu de délai là-dessus. Et pour vous donner une idée, on avait quand même des indicateurs au tout début, et là, on se basait plutôt sur du qualitatif en parallèle pour se dire, ok, est-ce qu'on tient quand même le bon bout? Et ça, là-dessus, malgré l'inertie, malgré le temps, on avait quand même une très bonne traction quand on parlait à des fintechs et des PDP, outils de gestion, etc. On avait des beaux logos et des beaux projets qui se lançaient, qui se finalisaient ou qui se finalisaient pas, mais en tout cas, on sentait que la proposition de valeur résonnait. Et finalement, on avait des programmes prescripteurs qui se sont lancés et qui ont un petit peu, pas à la surprise, on ne s'attendait pas que ce soit autant, mais qui ont vraiment permis de vraiment lancer en année 1 avec des bons résultats. En gros, les premiers prêts sont partis en janvier 2022 et à la fin d'année 2022, on avait financé 100 millions d'euros. Donc on s'est dit, OK, il y a des beaux logos, on finance quand même, les prescripteurs font du referral, on semble tenir bon. Et aujourd'hui, donc, on approche des 900 millions d'euros financés sur la plateforme. On a un peu plus de 12 500 PME sur de facto et on a financé un peu plus de 150 000 financements. Et donc ça, c'est la partie un petit peu
résultat de la partie financement, mais surtout en miroir, c'est un petit peu l'équipe. Enfin, en fait, si on fait 900 millions d'euros de financement, mais qu'on est 500 dans l'équipe, peut-être que ton efficience, elle peut être optimisée. Nous, ce qui était important pour nous, c'était de se dire qu'on arrivait à croître de manière exponentielle. Et donc aujourd'hui, nous, on est 25 dans l'équipe de Defacto, grosso modo 2 tiers ingé data analyst et 5 personnes dans l'équipe je dirais business au sens large. Donc, Christina et Ava sur toute la partie customer experience, accompagnement de nos clients, les chouchouter, répondre à leurs questions, leur permettre d'optimiser leur usage, etc. Et puis Julia sur toute la partie accompagnement des prescripteurs, Augustin sur toute la partie accompagnement des clients et des clients premium dans leur prise en main de la plateforme. Et donc l'idée c'est qu'à 5, et qu'en plus donc ces 4 personnes, moi et Morgane, on est en capacité de gérer ces 12 000 dossiers. Donc c'est ça vraiment qui valide, je pense, la vision de l'exponentialité d'un programme. Ah, c'est incroyable comme d'arriver à de tels résultats en fait avec une équipe restreinte. Mais en même temps, c'est aussi la force de pouvoir distribuer du coup votre produit par le biais de partenaires. En fait, c'est ça qui donne, ça qui permet de casser en fait un plafond de verre. Et Exactement, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et comment est-ce qu'on monitore la performance? C'était la deuxième partie de ta question. Donc là-dessus, on a différents canaux, hein, mais le financement, c'est un business très spécifique parce qu'il y a du risque. Il y a du risque de défaut qui, en fait, a beaucoup d'anglicisme, mais là, je m'en excuse. Dans le financement, le downside d'un défaut est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus, j'allais dire, important que l'upside d'un financement qui est remboursé, sur lequel on touche des intérêts. Donc, en fait, il y a une logique qui est hyper compliquée de trouver le bon équilibre entre à qui on prête et combien versus un défaut, donc un prêt à une personne à qui on n'aurait pas dû, qui va planter le modèle. Donc l'idée, c'est de vraiment pouvoir suivre la performance entre le ratio des intérêts qui sont touchés via un partenaire et le niveau de défaut via ce même partenaire. C'est vraiment ça, j'allais dire, l'équation business qu'on veut suivre sur la partie un petit peu bas de la cascade. Et puis ensuite, évidemment, il y a une logique de pertinence business, donc combien d'intros est-ce qu'on a de chacun de nos partenaires, et puis 3, quels sont les retours d'expérience des clients de notre partenaire et des partenaires sur la collaboration, qui sont plus cette fois-ci la partie qualitative, qui nous permettent de dire ok, bah, comment est-ce qu'on peut améliorer, fluidifier, pour in fine avoir plus de clients et surtout avoir le meilleur des clients, ou en tout cas pas les clients qui sont en bout de course en mode on n'avait plus le choix, donc en fait on vient voir des factos, qui sont en fait la pire chose qui peut arriver, parce que soit ils passent les mailles du filet et potentiellement ils sont plus à risque, ou alors ils sont inéligibles au moment là où ils nous sont intro. après, du coup, j'imagine que tu as aussi ton scoring, t'as ton scoring qui te permet de pouvoir vérifier si est-ce que est-ce que du coup tu peux financer ce client ou pas. Mais après, effectivement, tu regardes la proportion de est-ce que ce partenaire t'apporte des choses, enfin des clients Complètement. quali ou pas, et ça permet de toi après in fine scorer, de se dire bon, si on a scoré du coup beaucoup de clients qui sont euh, pas quali, bah du coup peut-être tu priorises beaucoup moins ce partenaire, tu te refocalises sur d'autres. C'est Exactement. important de pouvoir monitorer du coup tout ça, donc à la fois le business, combien il t'apporte de clients, effectivement la partie chiffres et aussi la partie du coup expérience, qualité, surtout. Euh, Avant de passer aux questions, en fait, pour passer du coup sur une partie plus conseil et comprendre du coup selon toi quels sont tu vois, les prérequis en termes de produits, marché, compétences, structure pour réussir sa stratégie 100% partenariat à Day One. Donc quels sont pour toi ces prérequis du coup pour se lancer avec ton expérience du coup de facto. Je pense que le plus important, c'est la vision en interne des équipes, des cofondateurs, du coup, dans le cas d'un lancement du go-to-market le jour 1. Parce qu'en fait, il faut savoir, et tout le monde doit être au courant, que c'est une logique qui se fait sur du temps long, mécaniquement, et donc sur lequel le fait que la direction soit prise et soutenue, j'allais dire en interne, de manière collégiale et de en toute conscience, ça va apporter de l'alignement en interne et ça va t'apporter du temps. Et je pense que c'est les deux trucs qui sont le plus importants pour qu'un programme partenaire marche. Le temps qui se lance, qui fasse ses preuves, qui commence, en fait, c'est une boule de neige. Donc, en fait, au début, c'est une toute petite boule de neige qui va plutôt doucement dans la pente. Et puis, en fait, quand elle arrive à la station en bas, c'est une énorme boule de neige qui va excessivement vite. Mais donc, du coup, pour ça, tu as besoin de temps. Et l'alignement en interne, parce qu'en fait, le programme partenaire, ça se fait pas
que avec les partenaires managers ou les équipes qui parlent aux partenaires. Je pense que la plus grande chance qu'on a chez Defacto, c'est d'avoir des ingés et des équipes data, des équipes risques qui sont partner first. Et en fait, enfin, il y a que comme ça qu'un partenariat fonctionne sur le long terme. Avoir un partner manager ou peu importe le titre, mais qui est sympa, qui est cool et qui est rigolo en call, c'est top. Mais en fait, si l'API elle suit pas, la communication avec nous dans notre cas les équipes risques elle suit pas, bon, en fait ça ne fonctionne pas. Donc il y a vraiment besoin que tout le monde aille dans cette direction-là, que ce soit vraiment, j'allais dire, une vision de boîte pour que ça fonctionne. C'est arriver à avoir un alignement en termes de vision avec les founders. Donc là, du coup, c'était plutôt cool d'avoir. C'est vraiment une chance du coup d'avoir Morgan qui avait eu cette expérience, toi qui avait travaillé ensemble et d'avoir eu cette expérience du coup partenariat pour se dire go tu vois, partenariat first. Et donc là, c'est le premier truc. Et après, partant du coup haut, descendre du coup cette culture et expliquer bon voici ce que c'est que les partenariats. Vous inquiétez pas si on va pas commencer à avoir du CA à day one. Mhm. L'idée c'est de construire du coup des relations solides pour pouvoir distribuer le produit et donc aligner finalement avec côté tech, aligner avec la roadmap sur comment on va construire construire du coup l'API, construire du coup tous les développements etc. Donc inclure ces partenariats du coup dans la roadmap et d'abord après de l'autre côté aligner avec la team marketing process, etc. pour voilà. En vrai, c'est très 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 stylé. Et ça, je pense qu'effectivement, c'est le cœur et c'est le poumon du coup pour pouvoir faire rayonner les partenariats qui, bon, malheureusement, on se retrouve enfin malheureusement et heureusement, je trouve que c'est très 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 cool, mais assez compliqué au quotidien. Si on n'a pas cet alignement avec C-level et les équipes, finalement, ça devient très compliqué de pouvoir faire fonctionner du coup sa stratégie partenariat, sachant que tu dois impliquer les équipes en interne et les équipes aussi de tes partenaires. Tu avais une question sur le fait que ça puisse ou non s'appliquer à tout le monde. Et Ouais. ça, je pense que, alors après, c'est très personnel, mais je pense qu'il y a un ou des programmes partenaires pour absolument tous les entreprises du monde et tous les go-to-market que tu veux. Ce que je pense, c'est que c'est pas forcément pertinent pour toutes les boîtes selon les secteurs, selon les profils de clients, etc., que le partenariat soit le cœur et j'allais dire le centre névralgique du go-to-market. Par contre, je pense que le forum partenaire, il apportera toujours de la valeur, encore une fois, peu importe le marché, peu importe le secteur, peu importe les interlocuteurs. Et là, il faudra trouver le bon modèle. Est-ce que c'est un modèle de prescription? Est-ce que c'est un modèle pur d'affiliation marketing? Est-ce que c'est un modèle dans lequel on a du co-sell avec un autre partenaire, mais sur lequel en fait on vend ensemble à un client qui est beaucoup plus gros que chacun des deux parties. Mais il y a un programme partenaire pour tous les business et pour tous les produits, j'en suis convaincu. C'est clair. Et écoute, on va peut-être pouvoir passer du coup aux questions. On a une première question. Donc n'hésitez pas à directement poser vos questions dans le chat. On y répond maintenant. Et puis moi j'ai aussi d'autres questions au cas où, mais on a une première question d'Alexandre qui nous dit donc comment s'organise un partenariat? Quelles sont les premières actions concrètes à mettre en place pour aller chercher du ROI? Alors, comment s'organise un partenariat? C'est une vaste question. Ça va dépendre un petit peu de encore une fois, de ton modèle, du produit, etc. Mais je pense que la première étape, c'est de comprendre pourquoi est-ce que ton partenaire a besoin de ta solution, ou en tout cas pourrait bénéficier de ta solution, lui et ses clients. Une fois que tu as ça, tu sais déjà est-ce que c'est un bon partenaire potentiel ou est-ce qu'il y a un non-match et donc il n'y a pas forcément d'intérêt. Ça, c'est la première étape. Et ensuite, très vite, trouver un premier cas d'usage ou deux, trois premiers cas d'usage. La preuve par l'exemple, le fait de ne pas vouloir tout de suite, je dis n'importe quoi, mais le partenaire dont tu parles, c'est un cabinet de 50 personnes qui est une agence marketing et qui va revendre ta solution, par exemple. L'idée, c'est de pas tout de suite déployer à ces 50 personnes en y allant un martel en tête. Ce qu'il faut, c'est que le ou la première personne avec qui tu as des contacts, elle ait un premier cas d'usage, un deuxième cas d'usage, elle ait des retours de ses clients et c'est à partir d'elle que tu vas ensuite essaimer en interne. Ça, c'est pour aller chercher ton ROI. En tout cas, moi, j'ai pas trouvé meilleure manière que de faire un peu ce proof of concept très limité sur un ou deux premiers clients avec cette personne-là, à avoir une sorte de première cohorte d'usage, les premiers retours de sa part et du client, et à partir de ça, venir baser j'allais dire le recrutement de ses collègues au sein du partenaire. Je pense que c'est vraiment ça un petit peu les deux étapes. Et une fois que tu as parti cette troisième étape-là, ensuite c'est de l'animer de manière récurrente, donc du co-marketing, ces petits
meeting trimestriel pour faire le point sur les dossiers communs, comment est-ce qu'on améliore le process, etc., etc. Mais je pense que c'est vraiment ça, pour faire simple, qui permet de lancer quelque chose de pertinent et de trouver ton ROI. Ce qu'il faut, je pense, surtout pas, c'est très personnel, mais surtout pas essayer de squeezer rapidement pour des leads et des deals, parce qu'en fait, ça va être top. Tu vas faire un mois où tu vas, au lieu d'avoir 2, 3, 4 deals, tu vas faire un mois où tu vas en avoir 10, et puis ensuite, tu n'auras plus rien. Et je pense que c'est plus bénéfique d'avoir ce truc du temps long qui va te permettre d'avoir en fait un an d'acquisition sur le partenaire. Ou plus évidemment. Est-ce que du coup, Alexandre, ça a répondu à ta question? N'hésite pas à nous le dire. Et ouais, je rajoute, oui, effectivement, tu as raison. Pour un partenariat, il faut arriver à bien scoper, trouver du coup des use cases communs et effectivement créer du coup ce temps long à bien s'occuper de la relation en mettant du rythme, en mettant des quick wins en place, donc quick wins pour ton partenaire et pour toi. Aller créer du coup de la satisfaction, un peu comme du gaming, tu vois, à chaque fois on te met des ding ding, t'as gagné, ding ding, t'as gagné. Là, c'est un peu pareil du coup au partenariat. C'est trouver du coup à chaque fois qu'il y a des quick wins à célébrer, le partenaire est content, toi t'es content, et puis tu viens travailler du coup à deux sur des deals communs, en fait qualitatifs, et ce qui permet effectivement d'avoir un meilleur taux de conversion et pas effectivement aller à la chasse aux leads de bon, envoie-moi tout ton CRM et je vais leur envoyer un mail et je vais les closer. En fait, bon, c'est pas top. On a une question, bon, trop cool du coup, Alexandre. Euh, on a une question d'Étienne donc, qui nous dit merci Mathieu pour toutes ces infos. Qu'est-ce que tu mets le plus en avant auprès d'un potentiel partenaire? Valeur pour ses clients ou bien. Je pense que là, la réponse à ta question va venir de ta disco. Et en fait, c'est quand tu vas poser des questions aux partenaires que tu vas savoir ce que tu dois mettre en avant. Nous, là-dessus, on a deux cas, j'allais dire, que je réfléchisse, allez, trois grands cas. Le premier, c'est une nouvelle ligne de revenus. Hyper simple, on aimerait monétiser plus ou on aimerait monétiser notre plateforme ou on aimerait faire passer des gens sur notre premium alors qu'ils sont sur notre freemium. Donc, on veut encapsuler une logique de financement sur ce truc premium. Et donc, en fait, comment est-ce que ça vient augmenter tes revenus? Première, je vais dire basique, ça peut être ça. On a des clients sur lesquels, en fait, c'est juste ma mission, c'est d'accompagner, de trouver des sources de financement à mes clients. Ce que je veux surtout pas, c'est ne pas avoir de réponse pour eux. Et donc, du coup, je dois avoir une boîte à outils avec un max de trucs. Le fait que notre proposition de valeur, elle soit chez de facto super simple, instantanée, tu mets en place le test d'éligibilité du client de notre partenaire, il dure une 27 secondes en moyenne. Donc, en fait, cette vélocité, elle a un wow effect. Et ça, pour eux, ça peut être de la valeur. Et ensuite, sur la partie technologique particulièrement et plateforme de dématérialisation, il y a la partie de différenciation. Où là, c'est pas tant une logique de valeur intrinsèque ou de partage de valeur intrinsèque, mais c'est juste qu'en fait, il y a 1000 outils. Mes clients, ils ont le choix entre X plateformes de gestion de factures, par exemple, mais en fait, je dois avoir de la valeur complémentaire, un différenciant, une proposition de valeur qui sort de l'ordinaire. Et donc là, cette fonctionnalité de financement, c'est ce différenciant-là qui va me permettre de faire de l'acquisition. Ça va être un petit peu les trois grandes valeurs qu'on voit nous chez Defacto, mais ça peut être plein de trucs, hein. Et puis ensuite, ça va être comment est-ce que tu viens gamifier ton programme partenaire. Je me souviens chez Spendesk, il y avait un truc qui fonctionnait super bien. Nos DAF part-time, on les faisait participer à des sortes de focus group où ils venaient, c'était une fois par trimestre, il y avait une thématique, un product manager qui était sur la business line de la thématique, et on faisait un petit déjeuner. Ils faisaient leur retour sur la fonctionnalité, qu'est-ce qu'ils attendent ensuite. Le product manager venait faire un peu de discovery produit, il présentait les trucs qui étaient à venir, et ça, les gens, ils adorent, ils sont acteurs de l'outil qu'ils utilisent, et presque ça faisait partie des valeurs cœur qu'on est en capacité de leur proposer. Donc voilà, ça va vraiment dépendre de ton produit, et c'est ta disco qui va dicter ce que tu dois pousser en termes de compensation. Ouais, je suis d'accord, c'est bien. Enfin, pour moi, tout ça, c'est ce qu'on appelle partner value proposition. C'est tu viens lister toi tes forces, ce que tu peux apporter. Tu viens lister ce que tu peux apporter du coup. Je pense au plus important, c'est ce que tu peux apporter déjà au client du coup de ton partenaire, quelle est la valeur que tu peux lui apporter, etc., etc. Et ce que tu vas apporter au partenaire. Et après, effectivement, pour reprendre ce que tu disais, tu fais ta discovery pour sortir du coup dans ces deux boîtes, donc les valeurs, la position de valeur, pardon, pour le client et pour le partenaire. Et tu poses des questions, savoir quels sont ses objectifs, quelles sont ses attentes, ses objectifs, les objectifs de l'entreprise, les objectifs de lui, même d'ailleurs personnellement pour le champion ou le décideur.
et tu viens du coup lui présenter directement ce que toi tu peux apporter en réponse à ça, pour lui dire que toi tu vas pas lui coûter du temps, lui coûter de l'argent, de l'énergie, etc. Tu vas venir en fait lui soutenir pour soutenir ses objectifs, soutenir finalement la proposition de valeur de ton partenaire à son client pour apporter de la valeur au client, faire en sorte que le client soit plus content, enfin qu'il soit encore plus content de son service, qu'il y ait de la rétention, que tout le monde gagne de l'argent ou de la visibilité, etc., etc. Je sais pas, du coup, dis-nous, Étienne. Ok, très clair, très, très cool. On a une, on a une question de Max qui nous dit quel est ton secret pour engager dans le temps tes partenaires? Je pense que le premier, c'est l'équipe et la qualité des interactions qu'il va avoir avec. Bon, évidemment, je mets de côté le fait que ton produit il fonctionne, le produit il répond à un besoin qu'il a, etc. Si c'est le cas, comment est-ce que tu engages sur le long terme? Deux, c'est la qualité de l'équipe que tu lui présentes et avec lequel il interagit. Pardon. Un, c'est la qualité de l'équipe avec lequel il interagit. Je pense que ça, on aime tous collaborer, travailler, des gens qui sont sympas, réactifs, qui comprennent le sujet, etc. Et donc ça, c'est un élément qu'on met souvent de côté ou alors qu'on met trop en avant. On se dit en fait le programme il va marcher parce que le responsable des partenariats il est cool et juste ça suffit pas. Mais par contre, quand tout fonctionne, le fait que la personne elle soit pointu dans son domaine, etc. Ça a une valeur extraordinaire. Et donc ça, c'est nous la chance qu'on a chez Defacto avec l'équipe que je citais un petit peu plus tôt, mais c'est d'avoir en fait chaque point de contact que le partenaire va avoir, il est de qualité, quelqu'un qui comprend ses enjeux et ses besoins, et donc en fait ça va être fluide et efficace. Je pense que ça c'est le premier point, et deux, ça va permettre de rythmer les échanges avec ton partenaire. Donc en fait, est-ce que c'est hebdo, mensuel, trimestriel, semestriel? Ça c'est à toi de voir par rapport à ton produit et puis ton partenaire. Si dans ton partenaire, sa roadmap produit, elle change tous les 3 mois, ça ne sert peut-être à rien de lui prendre 30 minutes toutes les semaines. Et donc ça, tu vas le calibrer. Mais ces points-là, ils permettent de garder le contact, garder le pouls de la relation et surtout de prévoir le futur. Ok, pour l'instant, ça marche bien ou moyen. Bah, en fait, c'est quoi les prochaines actions? C'est quoi les prochaines actions marketing sur lesquelles moi je peux vous mettre en avant, c'est quoi les prochains produits qu'on développe ensemble, c'est quoi les prochaines niches potentiellement qu'on n'a pas évoquées mais sur lesquelles on fait un focus ce trimestre, etc., etc. Donc ça va vraiment être le deuxième truc de pouvoir projeter avec ce rythme-là ton partenaire dans le long terme. Ok, très clair. On a une question d'Anna qui nous dit est-ce que vous privilégiez les partenaires qui vous donnent un accès direct à leur base client ou ceux avec qui vous construisez une offre commune? Puis on demande pas ou on nécessitent pas d'avoir accès à leur base client. L'idée, c'est au moment des rendez-vous où on apprend à se connaître et encore une fois, faire de la découverte, de savoir est-ce que la base client, elle se ressemble et elles font sens. J'allais dire, elle fait sens pour nous et nous, notre produit fait sens pour elle. Mais on n'a pas, j'allais dire, une logique de si vous nous ouvrez pas X% de votre base ou si vous nous donnez pas X adresse mail, on vous met de côté, etc. Donc ça, c'est pas trop quelque chose qu'on fait. Et sur la partie offre commune, donc ça, c'est quelque chose qu'on construit avec l'intégralité de nos partenaires technologiques. Donc j'aurais tendance à dire que ça, c'est un petit peu un prérequis, mais qui vient plus des typologies de partenariats qu'on construit. Donc le fait qu'on fasse une intégration API sur un produit qui est réglementé et qui aujourd'hui, l'embedded lending n'existe quasiment pas, en tout cas en France, mécaniquement, on a cette logique de construction d'une offre commune qui est hyper importante pour nous auprès des fintech, PDP que je citais plus tôt. C'est clair. Merci Anna pour ta question. Nouvelle question de Mathieu. Euh, Anna me dit merci, top. Bon, c'est parfait. Mathieu, t'es génial. Une question de Mathieu qui nous dit comment tu fais pour motiver tes équipes dans le montage des partenariats? Est-ce que les incentiver comme un sales classique ne pousse pas à une perte de qualité du partenariat pour atteindre ses objectifs? C'est une excellente question qui nous fait revenir sur la partie alignement interne et vision des fondateurs. Il y a un truc qui était hyper important, effectivement, je l'ai peut-être pas cité, mais en tout cas chez Defacto, on a fait, bon, les fondateurs ont pris la décision de ne pas avoir de variables ou d'objectifs pour les équipes commerciales qui amènerait à deux choses. Mathieu, ce que tu évoques, c'est-à-dire en fait, même si tu veux toujours ne pas avoir ce genre de cas, mais en gros, quand il y a un variable, il y a un petit peu un truc humain qui vient s'installer qui est je vais à la chasse aux variables plutôt qu'à la chasse du bon partenaire ou de la bonne chose à faire. C'est quelque chose qui peut exister. Donc nous, on n'a pas ce sujet-là parce qu'il n'y a pas ce variable-là. Et c'est
particulièrement le cas quand les équipes partenaires ou sales ou ce que tu veux qui soient incentivés sur les résultats grossissent. Parce que mécaniquement, le truc que tu peux avoir quand tu es 10, 15, 20, 30, 50, qui est un peu le truc familial, on le fait pour l'entreprise parce qu'on se connaît. En fait, quand tu es 500, 1000, bon, bah, mécaniquement, les gens, ils sont là, ils veulent faire leurs variables. Potentiellement, ils vont se faire taper sur les doigts s'ils font pas leurs objectifs. Donc, en fait, tout va dans le sens de j'optimise pour mon variable plus que j'optimise pour la qualité. Ça, c'est le premier point. Et deux, la raison pour laquelle ce choix a été fait, c'est que souvent, ensuite, tu as des équipes à deux vitesses. Des équipes qui sont face aux clients, qui ont des objectifs de closing, de faire grossir le portefeuille, etc. Et puis des équipes qui ne sont pas face aux clients et qui sont décorrélées de ces objectifs-là. Et donc, en fait, ça crée des équipes qui n'optimisent pas pour la même chose. Donc ça, c'est, je vais dire, une partie, un corollaire à la réponse à ta question, Mathieu, qui est chez nous, on a pour ces deux raisons-là pas d'objectif. Comment est-ce qu'on fait pour motiver les équipes dans le montage des partenariats? Ça, là-dessus, je pense on a la chance d'avoir des équipes qui sont motivées par le challenge. Le fait que nous, les partenaires, soient le focus ultime de nos stratégies fait qu'en fait, mécaniquement, les gens qu'on a recrutés qui sont mus par cette vision, qui sont ambitieux, qui ont envie de prouver que c'est possible de le faire, en fait, c'est ça qui aujourd'hui les fuel à construire les meilleurs partenariats et les faire fonctionner. Bien. Surtout, en fait, ils savent que finalement, s'ils contribuent, j'imagine, en interne, s'ils contribuent du coup au projet du coup partenaire, ça va contribuer à eux-mêmes leurs objectifs. Ils savent que ça va faire avancer la boîte et ils comprennent que cet aspect indirect a complètement du sens parce qu'ils ont la culture, ils ont cette culture partenariat et ils savent que ça permet de pouvoir bah, voir beaucoup plus grand. Comme tu disais, donc c'est des profils du coup qui sont ambitieux, etc. Donc ils savent que ça va construire un produit beaucoup plus, enfin, plus sûr qui répondra beaucoup plus aux besoins du coup client et à plus de clients. Et je rajoute juste un truc, Mathieu, dans une logique. Moi, ce que je ne ferais surtout pas et ce que je voulais pas faire chez Spendesk non plus, où cette fois il y avait des logiques d'objectifs, c'était incentiver un nombre de partenaires. En fait, closer un partenaire, ça veut rien dire. Je peux te faire 150 calls cette semaine avec des experts comptables, leur dire, est-ce que dans une idée où vous auriez une solution parfaite, gratuite, et c'est juste de la mise en relation, est-ce que ça vous dirait? S'ils me disent oui, est-ce que j'ai closé un partenaire? Je pense pas. Est-ce que s'ils me disent oui, voilà le nom d'un de mes clients qui pourrait être intéressé, est-ce que j'ai closé un partenaire? Je pense pas. Donc en fait, je pense que l'objectif le plus pertinent, c'est le bas de la cascade. Combien de nouveaux clients avec l'interaction d'un partenaire potentiellement, mais surtout pas le nombre de partenaires qui en fait en soi ne. On va prendre une dernière question d'Alexandre qui nous dit merci donc pour ta question. Quels sont les KPIs importants à regarder? Alors ça va beaucoup dépendre de ton business et du programme partenaire, des typologies de partenaires que tu peux avoir. Nous, avec nos prescripteurs, donc vraiment la partie qui pourrait s'apparenter à de la mise en relation et donc qui peut peut-être le plus se, se dupliquer aux multiples situations. Ce qu'on vient regarder, c'est un, le nombre d'intros qui sont réalisés par le partenaire, le niveau d'activation des clients. Est-ce qu'ils sont éligibles? Si oui, est-ce qu'ils utilisent la fonctionnalité, ce qui est en fait un premier proxy à la satisfaction? Et trois, ce que je disais plus tôt, le niveau de défaut slash le niveau de revenu qu'on va avoir sur ce partenaire. C'est un petit peu les trois niveaux. Alors ensuite, évidemment, on a plein d'indicateurs qu'on suit de manière très granulaire, mais je dirais les trois grandes étapes qui nous permettent de dire est-ce que déjà de manière globale, pour nous et pour le partenaire, il y a du sens, c'est ces trois niveaux-là. Combien de mises en relation, utilisation par les clients qui ont été mis en relation et niveau de risque slash niveau de revenu. Ouais, super. Avant de se quitter, moi j'ai une dernière question, je me permets. Et ça, une question un peu de clôture pour sur tout ce sujet. Quel conseil en fait tu donnerais à une personne, une startup du coup qui souhaite adopter la même approche que toi aujourd'hui, à lancer sa stratégie de partenariat à Day One, voilà, qui permet de pouvoir un peu résumer tout ce que vous avez tout fait avec, enfin, avec De Facto et à aider du coup nos auditeurs à se lancer. Alors, j'ai deux conseils. Je sais pas s'ils vont aider parce que en fait, à chaque fois, quand j'y réfléchissais, j'avais que des conseils qui avaient un paradoxe. Donc, je me lance et vous me dites si ça répond et si ça fait sens. Le premier, Vas-y. c'est prenez le temps de tester. Prenez le temps de vous faire un avis. Prenez le temps avec vos partenaires. Et en même temps, trouvez des méthodes simples pour itérer rapidement. Donc, prendre le temps, c'est pas juste faire un truc, s'asserrer et regarder et attendre que ça passe. C'est aussi ça, mais c'est aussi en parallèle inventer des nouveaux moyens pour que le temps nécessaire à avoir un avis, il soit de plus en plus court.
Ça, je pense que c'est le premier truc. Moi, dans les choses que je ferais différemment, c'était le fait de construire plus rapidement ces cadencements de niveaux de partenariat différents. Typiquement, c'est exactement ça. On voulait prendre le temps, on savait que ça allait marcher, mais en combien de temps? Et donc, en fait, la casse, c'est une méthode d'itération, nous aurait permis de savoir plus tôt. Ça, je pense, que c'est le premier point. Et le deuxième, pareil, c'est personne va mieux connaître que vous vos partenaires et leurs clients, donc croyez vos intuitions, croyez l'instinct que vous avez quand vous leur parlez, l'interaction. Le problème du partenariat, c'est que c'est pas que du quanti, c'est beaucoup de quali. Donc croyez au fond de vous quand vous avez un avis sur quelqu'un. En règle générale, il vient de quelque part, même si on peut pas vraiment savoir. Et en même temps, challengez-vous tout le temps. Est-ce que c'est les bons canaux? Est-ce qu'il y aurait dû en tester d'autres? Est-ce qu'en fait, ça vaut pas le coup de prendre 5% de ma semaine et de tester un nouveau canal de prescripteur que j'ai pas testé, mais sur lequel, voilà, bah, peut-être que ça marcherait plus ou mieux? Est-ce que mon programme, il est bien cadencé? Est-ce qu'en fait, si sur 10% de ma base de partenaires, je leur invente un nouveau niveau de prescripteur gold, j'en sais rien. Est-ce qu'en fait, ça tire plus? Voilà. Donc, croyez en votre instinct, votre intuition, et en même temps, faites-vous challenger en interne pour en fait apprendre plus vite. Encore une fois, je pense que l'idée principale, peu importe, c'est apprendre le plus rapidement possible. Je trouve que dans ce que tu dis, effectivement, il y a un paradoxe, mais qui fait complètement sens. Faut prendre le temps de tester, mais savoir cadencer ça. Moi, j'aime bien les formats où tu sais, les 30, 60, 90 jours. Se dire, bah, en fait, finalement, tu viens cadencer ça et pour tester, avoir assez rapidement, du coup, des feedbacks, euh, mettre assez rapidement, du coup, des actions en place pour essayer d'obtenir des résultats. Et si t'as pas de résultats, bon, c'est pas grave. Hop, on va remettre, du coup, une boucle en place et puis jusqu'à trouver, du coup, qui sont les meilleurs partenaires, quelle est la bonne méthodologie pour d'acquisition, pour onboarder du coup son partenaire, le former, pour l'activer et après pour le suivre. Est-ce que tu as est-ce que tu as une actualité, une news, quelque chose que tu souhaiterais partager? Oh, waouh. Non, Je te prends au écoute, dépourvu comme ça, ouais, hein. ouais, ouais. Des news sur des factos, des news sur des factos. On a annoncé notre donc la manière dont on finance, nous, c'est on a des fonds de refinancement, on a un fonds commun de titrisation qui est notre véhicule de refinancement le plus important. La dernière nouveauté, c'est qu'on en a annoncé l'extension. Il était à peu près 1 milliard d'euros de capacité de financement annuelle et on va monter à partir de cet été à juste en dessous de 2 milliards d'euros. Donc ça, c'est la dernière nouveauté. Well done. C'est Merci. belle actualité. Bon, on vient de passer une belle heure bien pleine ensemble. C'est très cool. Merci beaucoup, Mathieu. C'était génial d'avoir ton retour, d'avoir pu découvrir comment, d'où tu viens avec le contexte de Spendesk, et comment vous avez créé du coup cette stratégie partenariat avec Defacto. Franchement, trop stylé. Euh, Merci beaucoup du coup d'avoir pris ce moment pour nous partager ton expérience. Merci à toi pour l'invitation. Merci à tout le monde d'avoir pris le temps pour m'écouter pendant 1h06 plutôt que travailler. Écoute, on va laisser du coup tout le monde. J'ai adoré préparer cet épisode avec toi et de vivre ensemble aujourd'hui. Merci à tous d'avoir participé à cet épisode et n'hésitez pas, vous allez recevoir un petit mail. N'hésitez pas mettre 5 étoiles, de nous partager un commentaire, de nous dire ce que vous avez aimé, ce que vous souhaitez du coup qu'on améliore, si vous avez des idées. Franchement, ça nous aide beaucoup, ce serait ouf. On se retrouve le 15 mai. Donc là, ce sera pas dans 2 semaines, mais un peu plus à midi où on parlera quand et comment lancer sa stratégie partenariat avec Thomas Lequin, du coup que tu connais bien, qui était aussi chez Spendesk et qui Absolument. maintenant est Head of Partnership, enfin Fractional Head of Partnership, donc qui travaille du coup avec plusieurs CEO et plusieurs entreprises du coup pour pouvoir les accompagner à lancer du coup leur stratégie. On parlera un peu de tout ça. Voilà. Écoutez, je souhaite à tous une très bonne journée, une bonne fin de semaine et puis à très bientôt pour un nouvel épisode de Partnership Zero to One. Merci tout le À monde. plus. Salut. Ciao.